Maman, sincèrement, je ne te tolère qu'à cause de cette maison. Si ce n'était pas pour l'héritage, tu serais dans une maison de retraite depuis longtemps. Ces mots sont sortis de la bouche de mon propre fils comme des coups de poignard dans mon cœur. Mais il ne savait pas que j'écoutais. Et encore moins qu'il imaginait la tempête qui était sur le point de s'abattre sur sa vie. Je suis Charlotte Durand, 69 ans, née en Croatie, mais depuis 40 ans j'appelle Lyon mon foyer. Cette élégante maison de 3 étages dans le prestigieux quartier de la Presqu'île, avec vue sur le Rhône, était ma fierté. Chaque brique avait été posée avec amour par mon défunt mari Pierre. Chaque pièce gardait de précieux souvenirs d'une famille que je pensais unie. Comme je me trompais. C'était un jeudi pluvieux de novembre quand ma vie a changé à jamais. La pluie battait contre les fenêtres de la cuisine pendant que je préparais le dîner, comme je le faisais toujours. Mon fils Lucas, 45 ans, était dans le salon avec sa femme Isabelle, parlant à voix basse. Il ne savait pas que je pouvais les entendre parfaitement à travers la porte entr'ouverte. « Combien de temps encore devrons-nous supporter ta mère ?» murmura Isabelle, sa voix chargée d'irritation. « Elle interfère toujours dans notre vie, chérie. » Lucas soupira profondément. « Écoute, Isabelle, je sais que c'est difficile. Mais réfléchis bien, cette maison vaut plus de 800 000 €. Quand elle mourra, tout sera à nous. Pour l'instant, nous vivons gratuitement dans l'un des quartiers les plus chers de Lyon. Mais elle peut vivre encore 10, 15 ans. Je n'en peux plus de faire semblant de l'aimer, répondit Isabelle avec amertume. C'est alors que mon fils a dit les mots qui m'ont détruite. Maman, sincèrement, je ne te tolère qu'à cause de cette maison. Si ce n'était pas pour l'héritage, tu serais dans une maison de retraite depuis longtemps. Elle est têtue, indiscrète, et sincèrement, elle gêne nos projets. J'ai senti mon monde s'effondrer. Mes jambes ont tremblé, et j'ai dû m'appuyer sur l'évier pour ne pas tomber. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage silencieusement. 40 ans de dévouement, d'amour inconditionnel, de sacrifice. Tout réduit à une question d'héritage. Je me suis souvenu de quand Lucas était enfant, de comment je travaillais en double équipe pour lui donner le meilleur. Quand Pierre est mort d'un cancer, c'est Lucas qui m'avait convaincu de ne pas vendre la maison. Maman, cette maison est notre histoire familiale. Laisse-moi habiter ici avec Isabelle pour prendre soin de vous. Comme ces mots sonnaient différemment maintenant. Pendant 5 ans, j'ai cru qu'ils étaient là par amour, par inquiétude pour moi. Je cuisinais pour eux tous les jours, je lavais leurs vêtements, je payais les factures de la maison. Quand Isabelle a perdu son emploi l'année dernière, c'est moi qui ai soutenu la famille avec ma retraite et les économies que Pierre avait laissées. Et tout cela, par tolérance ? Les souvenirs affluaient dans ma tête comme un torrent douloureux. Je me rappelais des dîners familiaux où je pensais que nous étions heureux ensemble. En réalité, ils jouaient la comédie, attendant patiemment que je disparaisse de leur vie. Chaque sourire forcé, chaque « merci maman », machinalement prononcé, chaque moment où ils semblaient contents de me voir. Tout était faux. Peut-être devrions-nous parler à un avocat, continua Isabelle. Voir s'il y a un moyen d'accélérer le processus. Peut-être la mettre dans une maison de retraite et obtenir la tutelle des biens ? Calme-toi, Isabelle. Ma mère est encore lucide. Nous ne pouvons rien forcer. Mais j'avoue que parfois je me demande si ce ne serait pas mieux pour tout le monde, répondit Lucas avec une froideur qui m'a donné la nausée. Comment avais-je pu être si aveugle ? Tous ces signes que j'avais ignorés, leurs chuchotements qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, leurs regards complices quand ils pensaient que je ne regardais pas, leur empressement à m'aider avec mes papiers importants. Ils ne s'inquiétaient pas pour ma santé, ils s'inquiétaient pour leur future fortune. Je repensais aux nombreuses fois où Isabelle avait mentionné, casually, combien coûtaient les maisons dans notre quartier, ou quand Lucas s'informait sur mes comptes bancaires sous prétexte de m'aider à organiser mes finances. J'avais interprété cela comme de la prévenance filiale. Quelle idiote j'avais été! Le plus douloureux était de réaliser que même les rares moments de tendresse étaient calculés. Quand Lucas m'embrassait sur la joue en partant au travail, quand Isabelle me complimentait sur mes plats,
quand il me demandait comment s'était passée ma journée. Même ces petits gestes d'affection apparente n'étaient que des investissements dans leur héritage futur. Mes mains tremblaient en tenant le torchon de cuisine. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. La douleur était si intense que j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur de la poitrine. Tu sais ce qui m'agace le plus, continua Isabelle. C'est qu'elle agit comme si cette maison lui appartenait encore. Elle prend toutes les décisions, elle veut contrôler comment nous vivons. C'est temporaire, répondit Lucas. Dans quelques années, nous serons les maîtres ici. En attendant, nous devons juste être patients et diplomatiques. Diplomatiques. Ils appelaient leur fausse affection de la diplomatie. J'ai réalisé que pendant toutes ces années, j'avais vécu avec des étrangers qui portaient le masque de ma famille. Je suis resté là, dans la cuisine, en état de choc total. Le bruit de la pluie se mélangeait aux battements accélérés de mon cœur. Moi qui avais toujours été fière d'être une femme forte, qui avait affronté la guerre en Croatie, qui avait reconstruit sa vie en France, qui avait élevé un fils seul après son veuvage. J'étais traitée comme un fardeau, un obstacle entre eux et l'argent. L'ironie de la situation n'échappait pas à mon esprit torturé. Pierre et moi avions travaillé si dur pour construire cette maison, pour créer un patrimoine familial. Nous rêvions qu'un jour nos petits-enfants joueraient dans le jardin, que la maison résonnerait de rire et d'amour pour les générations à venir. Au lieu de cela, notre fils la voyait comme une simple transaction commerciale en attente. Je me suis souvenu des derniers mots de Pierre sur son lit de mort: « Charlotte, prends soin de notre maison. Elle représente tout l'amour que nous avons construit ensemble. Et Lucas? Lucas aura besoin de toi, même s'il ne le réalise pas encore. » Si seulement Pierre savait à quel point son fils avait besoin de moi, mais pas de la façon qu'il avait imaginée. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de n'avoir rien entendu. J'ai servi le dîner comme toujours, souriant de façon forcée. Mais intérieurement, une révolution se produisait. La Charlotte soumise, la mère dévouée et naïve était morte à ce moment-là. À sa place naissait une femme déterminée à donner la plus grande leçon de leur vie à ses deux sangsues. Au moment de me coucher, j'ai regardé une dernière fois la photo de Pierre sur ma table de nuit. « Mon amour », ai-je murmuré, « j'espère que tu me pardonneras pour ce que je vais faire. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je refuse d'être toléré dans ma propre maison. » Je me suis couché cette nuit-là avec une certitude: ils voulaient mon héritage? Alors ils allaient découvrir ce que signifiait tout perdre. Et je savais exactement comment faire cela. Les heures passaient, et moi je restais éveillé, les yeux fixés au plafond, élaborant plan après plan. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, je me sentais vivante, galvanisée par un objectif clair. Ils avaient réveillé quelque chose en moi que je croyais mort avec mon mari, ma capacité de me battre. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement trouvé le sommeil, mais mes rêves étaient peuplés d'images de justice et de révélation. Au réveil, j'aurais un plan parfait. Un plan qui changerait nos vies à jamais point. Mais ce que j'ai fait après était si choquant que cela a laissé mon fils et ma belle-fille complètement désespérés. Si vous voulez découvrir comment une mère trahie peut se transformer en le pire cauchemar de ceux qui la sous-estiment, restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé dans les jours suivants a été une leçon qu'ils n'oublieront jamais, et je suis sûr que vous serez également impressionnés par les conséquences de mes choix. La vengeance ne faisait que commencer. Je me suis réveillé le vendredi avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant toute la nuit, mon esprit avait travaillé fébrilement, élaborant chaque détail de ce que j'appelais l'opération réveil. Ils voulaient que je ne sois qu'un obstacle entre eux et l'héritage? Alors j'allais leur montrer ce qui arrive quand on sous-estime une femme croate. À 7 heures du matin, j'ai appelé mon médecin, le docteur Martin Dubois, qui me suivait depuis plus de 15 ans. « Docteur, j'ai besoin de prendre un rendez-vous urgent. Je ressens des choses étranges », ai-je dit, forçant ma voix à paraître plus faible. « Bien sûr, Madame Durand. Pouvez-vous venir aujourd'hui à 14 heures? Parfait. » Le premier pas était franchi. Pendant le petit déjeuner,
j'ai commencé ma performance. J'ai laissé tomber la tasse, feignant des tremblements dans les mains. Oh, comme c'est étrange, mes mains sont si tremblantes aujourd'hui, ai-je murmuré, observant Lucas et Isabelle échanger des regards. Tout va bien, maman, demanda Lucas, mais j'ai perçu que c'était plus de la curiosité que de la préoccupation véritable. Je ne sais pas, mon fils. Je me sens très étrange dernièrement. C'est peut-être l'âge qui arrive, ai-je répondu, plantant la première graine. Le plan que j'avais conçu pendant ma nuit d'insomnie était d'une simplicité géniale. Ils attendaient que je devienne vulnérable pour s'emparer de mes biens? Très bien, je leur donnerai exactement ce qu'ils pensaient vouloir, mais avec une surprise qu'ils n'oublieraient jamais. En me dirigeant vers la salle de bain, j'ai remarqué comment ils continuaient à chuchoter entre eux, leurs têtes penchées l'une vers l'autre comme des conspirateurs. L'ironie de la situation me frappait. Pendant qu'ils planifiaient ma dépossession, moi je planifiais leur plus grande leçon de vie. J'ai passé la matinée à observer leur comportement avec des yeux nouveaux. Chaque geste, chaque regard, chaque parole prenait maintenant une signification différente. Quand Isabelle m'a proposé de m'aider à faire les courses, j'ai vu la manipulation derrière sa gentillesse apparente. Quand Lucas s'est inquiété de savoir si j'avais pris mes médicaments, j'ai compris qu'il espérait secrètement une détérioration rapide de ma santé. À 14 heures, j'étais dans le cabinet du docteur Dubois. C'était un homme compréhensif, qui connaissait bien mon histoire et celle de ma famille. Il avait soigné Pierre pendant sa maladie et m'avait accompagné dans mon deuil. « Charlotte, que se passe-t-il » demanda-t-il avec une préoccupation sincère. Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais surprise, mes plans, et comment j'avais besoin de son aide. Le docteur Dubois m'a regardé avec un mélange de surprise et d'admiration. « Vous êtes sûre de vouloir faire cela, Charlotte ? C'est un plan assez radical. Docteur, il me traite comme un fardeau depuis des années, et j'étais trop naïve pour m'en apercevoir. Je dois faire cela. Pour ma dignité. » Il a soupiré, secoué la tête, mais a accepté de m'aider. Très bien. Je vais faire quelques examens préoccupants et suggérer d'autres investigations. Mais Charlotte, promettez-moi que vous réfléchirez bien avant d'aller jusqu'au bout. J'ai déjà réfléchi, docteur. C'est cela ou continuer à être traité comme un fantôme dans ma propre maison. Le docteur Dubois avait toujours été un allié précieux. Il comprenait ma situation mieux que quiconque, ayant vu tant de familles se déchirer pour des questions d'héritage. Il m'a donné quelques documents médicaux volontairement vagues et des recommandations pour des examens complémentaires qui prendraient plusieurs semaines à organiser. Charlotte, m'a-t-il dit en me raccompagnant à la porte, je vais jouer le jeu, mais soyez prudente. Ce genre de stratégie peut avoir des conséquences que vous n'anticipez pas. Docteur, les conséquences de ne rien faire seraient pires. Je préfère agir avec dignité plutôt que subir passivement. Je suis rentré à la maison avec une expression sombre sur le visage, portant une chemise avec des examens médicaux. Lucas et Isabelle regardaient la télévision dans le salon quand je suis arrivé. Alors, maman? Comment s'est passée la consultation? Demanda Lucas, mais ses yeux restaient fixés sur l'écran. Le médecin est inquiet, ai-je répondu, m'asseyant lentement. Il veut faire d'autres examens. Il a dit que certains résultats étaient altérés. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu toute leur attention. Isabelle a éteint la télévision et tous les deux m'ont regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Était-ce de l'inquiétude ou de l'expectative? Quel type d'altération, maman? Demanda Lucas, sa voix tentant de paraître affectueuse. Il n'a pas voulu entrer dans les détails encore. Il a dit quelque chose sur de possibles complications neurologiques. Je dois retourner la semaine prochaine pour d'autres examens. Chaque mot était soigneusement calculé. Pendant le dîner de ce soir-là, j'ai pu observer leur réaction à cette nouvelle. Ils tentaient de paraître préoccupés, mais je voyais dans leurs yeux une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant, de l'espoir. L'espoir que mes problèmes de santé accélèrent leur accès à l'héritage. « Maman, dit Isabelle en coupant délicatement sa viande, peut-être que ce serait bien de
comment dire, de mettre vos affaires en ordre? Juste au cas où les examens révéleraient quelque chose de sérieux. Mes affaires, ai-je fait semblant de ne pas comprendre? Eh bien, vos papiers importants, vos comptes bancaires, le testament. Lucas et moi pourrions vous aider à organiser tout cela. Lucas a approuvé immédiatement. C'est une excellente idée, maman. Si vous ne vous sentez pas bien, nous pouvons nous occuper de ces choses pour vous. Ah, comme ils étaient transparents. Ils pouvaient à peine attendre de mettre leurs mains sur mes biens. Mais j'avais d'autres plans. Dans les jours qui ont suivi, j'ai intensifié ma performance. J'oubliais où je mettais les clés, j'appelais Lucas par le nom de son père quelquefois, je laissais le robinet ouvert, sans faire exprès. Le plus impressionnant était d'observer comment il réagissait. Au lieu de montrer de l'amour ou de l'attention véritable, je voyais une lueur étrange dans leurs yeux, comme s'ils calculaient quelque chose. Le dimanche matin, pendant que nous prenions le café sur la terrasse qui donnait sur le Rhône, Isabelle a fait une remarque qui m'a confirmé mes soupçons. « Charlotte, avez-vous déjà pensé à simplifier votre vie? Il y a de très belles résidences pour seniors à Lyon. Des endroits où vous pourriez recevoir les soins appropriés. » Des soins, ai-je demandé innocemment. Eh bien, si vos examens médicaux révèlent quelque chose de sérieux, il serait peut-être sage d'envisager toutes les options. Lucas a renchéri, maman, nous nous inquiétons pour vous. Cette grande maison devient peut-être trop lourde à gérer. Trop lourde à gérer. Moi qui nettoyais cette maison de fond en comble chaque semaine, qui entretenais le jardin, qui m'occupais de toutes les réparations mineures. Ils voulaient me faire croire que j'étais devenu incapable pour mieux justifier leur désir de me placer quelque part. Peut-être avez-vous raison, ai-je répondu d'un air hésitant. Mais d'abord, je dois résoudre cette question de santé. Le lundi, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire, maître Henri Lefebvre, un homme de confiance qui avait rédigé le testament de Pierre et qui connaissait parfaitement notre situation patrimoniale. Madame Durand, m'a-t-il dit quand je lui ai expliqué ma situation, ce que vous envisagez est légalement possible, mais êtes-vous certaine? Cette décision aura des conséquences irréversibles. Maître Lefebvre, j'ai 69 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour construire ce patrimoine avec mon mari. Je refuse de le laisser à des personnes qui me considèrent comme un fardeau. Très bien. Dans ce cas, je vais préparer tous les documents nécessaires. Mais permettez-moi de vous suggérer une approche stratégique. Le mercredi, j'ai fait un appel qui changerait tout. J'ai téléphoné à Marie Leclerc, la meilleure agent immobilier de Lyon, une femme que je connaissais depuis des années à travers la communauté croate. Marie, j'ai besoin de vendre ma maison. Rapidement et avec une discrétion totale. Charlotte. Quelle surprise. Mais pourquoi cette urgence? Et cette magnifique propriété? C'est une longue histoire, Marie. Peux-tu venir demain après-midi? Quand mon fils et ma belle-fille ne seront pas à la maison? Bien sûr, chérie. À 14 heures? Parfait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Non pas à cause de l'inquiétude, mais à cause de l'excitation. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais maîtresse de mon destin. J'étais fatiguée d'être passive, fatiguée d'être tolérée, fatiguée d'être traitée comme un meuble dans ma propre maison. Le jeudi est arrivé avec un soleil brillant, contrastant avec la tempête qui était sur le point de s'abattre sur Lucas et Isabelle. Quand ils sont sortis pour résoudre quelques affaires, probablement pour chercher des informations sur comment obtenir ma tutelle, Marie est arrivée ponctuellement. Charlotte, cette maison est magnifique. Elle vaut facilement 850 000 €, peut-être plus, a-t-elle dit, admirant chaque détail de la propriété. Nous avons fait le tour de chaque pièce. Marie prenait des notes, des photos, évaluait chaque aspect de la maison avec l'œil expert d'une professionnelle de l'immobilier de luxe. Combien de temps faudrait-il pour vendre? Avec cette localisation et cet état de conservation? Au maximum 3 semaines. J'ai des clients qui cherchent exactement ce type de propriété. Des familles italiennes, allemandes,
même quelques investisseurs suisses. Et si j'acceptais 750 000 ? Pour vendre en une semaine ? Marie m'a regardé avec surprise. Charlotte, vous perdriez beaucoup d'argent. Marie, l'argent n'est plus important pour moi. Ce que je veux, c'est la justice. Elle a dû percevoir quelque chose dans ma voix, car elle a accepté sans plus de questions. Très bien. Je peux la mettre en vente dès aujourd'hui. Mais vous êtes sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. Nous avons signé tous les papiers cet après-midi-là. La maison où j'avais vécu pendant 40 ans, où j'avais élevé mon fils, où j'avais pleuré la mort de mon mari, était officiellement en vente. Et Lucas et Isabelle n'avaient pas la moindre idée du tsunami qui approchait. En signant les documents, j'ai ressenti un mélange d'émotions contradictoires. De la tristesse, bien sûr, car cette maison représentait une vie entière de souvenirs. Mais aussi un soulagement immense, comme si je me libérais enfin d'un poids qui m'écrasait depuis des années. Ce soir-là, pendant le dîner, ils sont revenus au sujet des documents. « Maman, avez-vous pensé à ce dont nous avons parlé ? Organisez vos papiers, insista Lucas. Oui, mon fils. En fait, j'ai déjà pris quelques dispositions, ai-je répondu calmement. Leurs yeux ont brillé. Quel genre de dispositions ? Demanda Isabelle, ayant du mal à contenir son anxiété. Eh bien, j'ai consulté un avocat au sujet de comment mieux organiser mes affaires. Au cas où je serais vraiment en train de tomber malade. C'était vrai. J'avais consulté un avocat, pour m'assurer que la vente de la maison soit faite de la manière la plus rapide et efficace possible. C'est fantastique, maman, dit Lucas, sa fausse joie me donnant la nausée. Voulez-vous que nous vous accompagnions à votre prochaine consultation médicale ? Ce n'est pas nécessaire, mon fils. Je peux encore me débrouiller seul. S'il savait que, me débrouiller seul, incluait vendre secrètement la maison qu'il convoitait tant. Mais cette surprise devrait attendre encore quelques jours. Le week-end s'est passé dans une tension déguisée. Il tentait d'être plus attentionné, demandant constamment comment allait ma santé, offrant de m'aider avec les tâches ménagères. C'était pathétique de voir comme ils essayaient de feindre l'amour quand en réalité ils voulaient seulement accélérer le processus pour s'emparer de mes biens. Le dimanche soir, pendant que nous regardions les nouvelles à la télévision, Isabelle a fait un commentaire qui m'a glacé le sang. Vous savez, Charlotte, j'ai lu un article sur les nouvelles lois concernant la protection des personnes âgées. Apparemment, quand quelqu'un commence à avoir des problèmes cognitifs, la famille peut demander une mesure de protection juridique pour éviter que la personne ne prenne de mauvaises décisions financières. Vraiment, ai-je répondu, feignant l'intérêt. Oui, c'est pour protéger les personnes vulnérables contre elles-mêmes. Ou contre des personnes qui pourraient vouloir profiter de leur confusion. Lucas a approuvé, c'est logique. Si quelqu'un n'est plus en pleine possession de ses moyens, il vaut mieux que la famille prenne les décisions importantes. Ils préparaient déjà le terrain juridique. Mais ils étaient arrivés trop tard. En moins de 24 heures, il n'y aurait plus rien à protéger. Mais je n'étais plus la Charlotte naïve. J'étais une femme avec un plan, et ce plan fonctionnait parfaitement. Le lundi est arrivé avec un appel téléphonique qui a fait battre mon cœur d'émotion. C'était Marie, et sa voix était euphorique. Charlotte, vous n'allez pas le croire. J'ai 3 propositions pour votre maison, tout au-dessus de 750 000 €. Une famille italienne a offert 780 000 et veut conclure l'affaire cette semaine. J'accepte, ai-je répondu sans hésiter. Quand pouvons-nous signer ? Jeudi, si vous arrivez à fournir toute la documentation d'ici là. J'y arriverai. J'ai raccroché le téléphone avec les mains tremblantes, mais cette fois d'anxiété véritable. Dans 3 jours, je ne serai plus propriétaire de cette maison. Dans 3 jours, Lucas et Isabelle découvriraient que tout l'héritage de leurs rêves avait simplement disparu. L'ironie de la situation était délicieuse. Pendant qu'ils complotaient pour me dépouiller légalement de mes biens, moi j'étais en train de les vendre légalement à des personnes qui sauraient les apprécier. Les Moretti, cette famille italienne,
m'avait semblé si chaleureuse lors de notre brève conversation téléphonique. Ils cherchaient une maison familiale à Lyon pour se rapprocher de leurs enfants qui étudiaient à l'université ici. Pendant ces 3 jours finaux, j'ai intensifié encore plus ma performance de confusion mentale. J'ai laissé brûler la nourriture 2 fois, j'ai oublié le nom de notre voisine Madame Rousseau, et j'ai même fait semblant de ne pas reconnaître le facteur, Monsieur Claude, qui me livrait le courrier depuis 15 ans. Le mardi matin, pendant que je feignais des difficultés à me rappeler où j'avais rangé mes lunettes de lecture, elles étaient sur ma tête, j'ai observé Lucas et Isabelle échanger des regards de plus en plus fréquents. Ils chuchotaient constamment, s'arrêtant abruptement quand j'entrais dans une pièce. « Maman, je suis vraiment inquiet », a dit Lucas le mardi soir. « Peut-être devrions-nous accélérer cette consultation médicale. Et aussi, eh bien, peut-être serait-il temps que vous signiez quelques documents importants. » « Quels documents, mon fils ? » ? Une procuration, par exemple. Pour que je puisse m'occuper de vos affaires au cas où vous ne pourriez plus le faire seul. Ah, voilà. La véritable intention apparaissait enfin. Il voulait le contrôle total sur mes biens. Je ne sais pas, Lucas. Je me sens encore capable de m'occuper de mes propres affaires, ai-je répondu, feignant l'incertitude. Maman, intervint Isabelle avec sa voix la plus douce et la plus fausse, c'est juste une précaution. Cela montre que vous êtes une personne responsable, qui pense à l'avenir. Je vais y réfléchir, ai-je promis. Ce soir-là, après qu'il se soit couché, je suis descendu dans le salon et j'ai regardé une dernière fois chaque recoin de cette maison. Le fauteuil où Pierre lisait son journal le dimanche matin. La cheminée devant laquelle nous avions passé tant de soirées d'hiver. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas avec amour. Chaque pierre, chaque meuble racontait l'histoire de notre vie. Mais cette maison était maintenant empoisonnée par la cupidité et la fausseté. Il valait mieux qu'elle appartienne à une famille qui l'aimerait vraiment plutôt qu'à des personnes qui ne la voyaient que comme un portefeuille. Le mercredi, veille de la signature de la vente, quelque chose s'est produit qui a failli me faire perdre ma contenance. J'étais en train d'organiser quelques papiers dans ma chambre quand j'ai entendu des voix en bas. Lucas était au téléphone. « Oui, docteur, je comprends. Donc si elle a vraiment une démence précoce, nous pouvons obtenir la tutelle plus facilement ? Parfait. Et combien de temps prend cette procédure ? Quelques semaines seulement ? Excellent. Mon sang a bouilli. Ils s'organisaient déjà légalement pour me prendre tout. Mais ils étaient arrivés trop tard. Dans moins de 24 heures, il n'y aurait plus rien pour aucune tutelle. J'ai continué d'écouter, caché en haut des escaliers. Isabelle, j'ai parlé avec le docteur Martin. Il dit que si maman a vraiment des problèmes cognitifs, nous pouvons demander une mesure de protection juridique. Et pour la maison, a demandé Isabelle avec avidité. Une fois que nous aurons la tutelle, nous pourrons prendre toutes les décisions financières à sa place. Nous pourrons même la vendre si nécessaire pour payer ses soins. Excellente nouvelle, s'est-elle exclamée. Et l'argent ? Tout reviendra sous notre contrôle. Nous pourrons gérer ses comptes, ses investissements, tout. Lucas, tu réalises ce que cela signifie ? Nous n'aurons plus à attendre qu'elle parte naturellement. Nous pouvons prendre le contrôle dès maintenant. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Ces monstres. Non seulement ils me considéraient comme un fardeau, mais ils planifiaient activement de me voler ma liberté et ma dignité. Le mercredi soir, pendant le dîner, ils ont tenté une approche plus directe. Maman, a commencé Isabelle avec un sourire forcé, Lucas et moi avons réfléchi. Nous pensons qu'il serait vraiment bien que vous nous donniez une procuration générale. Juste au cas où. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Ai-je demandé innocemment. Cela signifie que si vous ne vous sentez pas bien, nous pourrions vous aider à gérer vos affaires. Payer les factures, gérer vos comptes, ce genre de choses, a expliqué Lucas. Et nous pourrions aussi nous occuper de cette grande maison, a ajouté Isabelle. La maintenir en bon état,
peut-être même la moderniser un peu. Moderniser. Ils voulaient déjà transformer ma maison selon leur goût. C'est beaucoup à assimiler, ai-je dit, feignant la confusion. Laissez-moi y réfléchir. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. Non pas d'inquiétude, mais d'anticipation. Demain serait le jour le plus important depuis la mort de Pierre. Demain, je reprendrai le contrôle de ma vie de la manière la plus spectaculaire possible. Le jeudi, 15 décembre, a été le jour le plus important de ma vie depuis que j'ai enterré Pierre. Je me suis réveillée à 6 heures du matin, j'ai pris un long bain, j'ai mis ma plus belle robe bleu marine, celle que Pierre disait qui me rendait plus élégante, et je me suis préparée pour ce qui serait le plus grand choc que Lucas et Isabelle recevraient de leur vie. À 9 heures du matin, ils sont sortis pour résoudre quelques affaires, probablement liées à la fameuse tutelle. À 10 heures, j'étais dans le bureau du notaire, maître Bernard Roussel, une institution respectée à Lyon. Madame Durand, tous les documents sont en ordre. La famille Moretti est très enthousiaste à l'idée de cet achat. Ce sont des gens charmants, du nord de l'Italie, et ils comptent maintenir la maison exactement comme elle est. Je suis heureuse de savoir que des personnes qui aiment vraiment les foyers feront de cette maison un vrai foyer à nouveau. Le processus de signature a pris près d'1 heure. Chaque page que je signais me libérait un peu plus du poids que je portais depuis des mois. Je n'étais plus la Charlotte tolérée, la mère de complaisance. J'étais redevenue Charlotte Durand, une femme libre de ses choix. À 11h30, j'ai signé mon nom pour la dernière fois en tant que propriétaire de la maison où j'avais vécu pendant 40 ans. 780 000 € ont été transférés sur mon compte bancaire. J'étais officiellement sans domicile, mais je ne m'étais jamais sentie aussi libre et puissante de toute ma vie. Madame, puis-je vous demander, c'est une décision très importante. Êtes-vous sûre de faire la bonne chose, m'a demandé maître Roussel avec une préoccupation paternelle. Maître, parfois nous devons tout perdre pour découvrir qui nous aime vraiment. Aujourd'hui j'ai découvert que j'ai plus de dignité en vendant ma maison qu'en étant traité comme un fardeau dedans. En sortant du bureau du notaire, j'ai ressenti une sensation de liberté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. J'ai marché dans les rues de Lyon, observant la ville avec des yeux nouveaux. Chaque café, chaque boutique, chaque passant semblait faire partie d'un monde qui s'ouvrait à moi. Je suis rentré à la maison, qui techniquement n'était déjà plus ma maison, à 14 heures. Lucas et Isabelle n'étaient pas encore revenus. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes bagages calmement. J'avais réservé une chambre dans une auberge charmante du centre historique de Lyon, près de la cathédrale Saint-Jean. Ce serait mon nouveau foyer temporaire jusqu'à ce que je décide de mes prochaines étapes. En pliant mes vêtements, je me suis arrêté sur une photo de Pierre et moi devant la maison, le jour où nous avions terminé la construction. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. Mon amour, ai-je murmuré à la photo, j'espère que tu comprends ce que je fais. Cette maison était notre rêve, mais elle est devenue mon cauchemar. À 16 heures, j'ai entendu le bruit de la clé dans la porte. Ils étaient arrivés. « Maman ? Où êtes-vous » a crié Lucas depuis le rez-de-chaussée. « Dans ma chambre, mon fils. » J'ai entendu des pas dans l'escalier. Lucas et Isabelle sont apparus à la porte de ma chambre avec des expressions qui mélangeaient fausse affection et impatience mal déguisée. « Maman, nous avons parlé avec un avocat aujourd'hui. Il a dit qu'il serait bien que vous signiez quelques papiers, pour votre propre protection, a dit Lucas, tenant une chemise. Comme c'est intéressant, mon fils. Moi aussi j'ai parlé avec quelques professionnels aujourd'hui. Ah oui? Avec qui? A demandé Isabelle distraitement, regardant les valises ouvertes sur mon lit. Pourquoi faites-vous vos bagages? Eh bien, puisque vous êtes si inquiet pour ma santé mentale, j'ai pensé qu'il valait mieux prendre quelques dispositions. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, le même où Pierre avait l'habitude de lire le journal le dimanche, et je les ai regardés directement dans les yeux. Savez-vous, Lucas, c'est drôle comme la vie nous enseigne des leçons quand nous nous y attendons le moins. De quoi parlez-vous, maman, a-t-il demandé, avec un ton légèrement irrité. Je parle de tolérance,
mon fils. De découvrir que son propre fils ne vous tolère qu'à cause de votre maison. Le visage de Lucas a immédiatement pâli. Isabelle a reculé d'un pas, les yeux écarquillés. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, a balbutié Lucas. Jeudi dernier, quand vous étiez dans le salon en train de parler de moi. Sur comment j'étais un fardeau, sur comment vous ne me tolériez qu'à cause de l'héritage. J'ai entendu chaque mot. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était comme si le temps s'était arrêté. Lucas et Isabelle se sont regardés avec la panique dans les yeux. « Maman, vous avez du mal comprendre ?» a tenté de s'expliquer Lucas. « Mal comprendre ?» Je me suis levé lentement. « J'ai mal compris quand vous avez dit que vous ne me tolériez qu'à cause de cette maison ? Quand Isabelle a suggéré de chercher un avocat pour accélérer le processus ? Quand vous avez planifié de me mettre dans une maison de retraite ? » Isabelle a commencé à pleurer, des larmes qui ne m'ont pas ému le moins du monde. « Madame Charlotte, nous ne voulions pas. » Vous ne vouliez pas quoi ? Être découvert ? Lucas a tenté de s'approcher. « Maman, laissez-moi vous expliquer. » Il n'y a rien à expliquer, Lucas. Vous avez rendu les choses très claires. J'étais juste un obstacle entre vous et cette maison. Je suis allé jusqu'à la commode et j'ai pris une enveloppe que j'avais préparée soigneusement. Puisque vous vouliez tant vous débarrasser de moi, j'ai décidé de faciliter les choses. J'ai remis l'enveloppe à Lucas avec des mains fermes. Il l'a ouverte avec des doigts tremblants et a sorti les documents de l'intérieur. Pendant quelques secondes, il a juste regardé les papiers sans comprendre. Puis, lentement, la réalisation a commencé à apparaître sur son visage. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte, et il est devenu complètement blanc. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il murmuré. « C'est l'acte de vente de cette maison, Lucas. Signé ce matin. Vendu pour 780 000 € à une famille italienne qui sait vraiment la valeur d'un foyer. » L'enveloppe est tombée des mains de Lucas. Isabelle a couru pour la ramasser et a également lu les documents. Le cri qu'elle a poussé a résonné dans toute la maison. « Vous avez fait quoi ? » « J'ai vendu ma maison. » « C'est ce que vous ne comprenez pas ? Cette maison était à moi. Maintenant elle ne l'est plus. Mais, l'héritage, notre avenir. » a balbutié Lucas, semblant sur le point de s'évanouir. « Quel héritage, mon fils ? La maison que vous convoitiez tant ? Elle appartient à la famille Moretti maintenant. Ils prennent possession lundi prochain. » La réalité les a finalement frappés de plein fouet. Isabelle a commencé à sangloter de manière incontrôlée, tandis que Lucas s'est assis sur le lit, la tête entre les mains. « Vous ne pouvez pas nous faire ça !» a crié Isabelle. « Nous vivons ici. Où allons-nous aller ? Vous ? Eh bien, j'imagine que vous devrez découvrir. Après tout, vous avez toujours été très indépendant et capable. Vous trouverez sûrement une solution. »« Maman, vous êtes devenue complètement folle », a explosé Lucas. « Comment pouvez-vous nous faire ça ? Nous sommes votre famille. » « Famille ? » J'ai ri amèrement. « Lucas, vous avez dit que vous ne me tolériez que. La tolérance n'est pas de l'amour, mon fils. Et j'en ai assez d'être toléré dans ma propre maison. Mais vous êtes malade. Vous avez des problèmes neurologiques, » a argumenté Isabelle désespérément. « Ah, ça ? » J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. « Je n'ai rien du tout, Isabelle. Tout était du théâtre. Une performance pour voir jusqu'où vous iriez dans la cupidité. » Lucas m'a regardé avec une expression de choc total. « Vous avez fait semblant d'être malade ? » J'ai fait semblant. Et savez-vous pourquoi c'était si facile ? Parce que vous n'avez pas montré une seule seconde d'amour ou de préoccupation véritable. Je n'ai vu que des calculs dans vos yeux. Je n'ai vu que vous pensez à comment accélérer le processus pour mettre la main sur mes biens. Le silence qui a suivi était lourd comme du plomb. La vérité était nue et crue entre nous. « Où allez-vous » a demandé Lucas,
sa voix maintenant brisée. Ce n'est plus votre problème. Mais je peux vous dire que j'ai 780 000 € pour recommencer ma vie. Et pour la première fois depuis des années, je vais vivre entouré seulement de personnes qui veulent vraiment être près de moi. J'ai pris mes valises et me suis dirigé vers la porte. Avant de sortir, je me suis retourné une dernière fois. Ah, et Lucas? Vous avez jusqu'à dimanche pour partir. La famille Moretti veut faire une inspection lundi matin de bonne heure. Et sur ces mots, je suis sorti de la chambre, laissant derrière moi non seulement une maison, mais toute une vie d'illusions. En descendant les escaliers pour la dernière fois, j'ai entendu Isabelle crier et Lucas pleurer. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pour la première fois depuis des années, je regardais vers l'avenir. 3 mois se sont écoulés depuis ce décembre qui a changé nos vies pour toujours. Aujourd'hui, assise sur la terrasse de mon nouvel appartement dans le Vieux-Lyon, observant la Saône briller sous le soleil du printemps, je peux enfin raconter comment cette histoire s'est terminée et les leçons dévastatrices qu'elle a apportées à nous tous. Après avoir quitté la maison ce jour-là, je suis allé directement à l'auberge que j'avais réservée. C'était un endroit accueillant, géré par un couple d'âgés français qui me traitait avec une affection véritable. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti ce que c'était d'être vraiment la bienvenue quelque part. Lucas et Isabelle? Eh bien, ils ont découvert rapidement ce que signifiait affronter la réalité sans filet de sécurité. Le samedi qui a suivi ma révélation, Lucas m'a appelé en pleurant. Oui, mon fils de 45 ans pleurait au téléphone. « Maman, s'il vous plaît, nous devons parler. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent pour une caution de location. Et que voulez-vous que je fasse, Lucas? Pardonnez-nous. C'était un malentendu, nous ne voulions pas dire ces choses. Ah, vous ne vouliez pas? Alors pourquoi les avez-vous dites? Nous étions stressés, inquiets pour nos vies, ce n'était rien contre vous. Lucas, vous avez 45 ans. Isabelle en a 38. Vous êtes des adultes formés qui avez vécu 5 ans gratuitement dans ma maison, mangeant ma nourriture, utilisant mon argent. Et malgré tout cela vous me voyez comme un fardeau. Ce n'est pas du stress, mon fils. C'est le caractère. Il a tenté d'argumenter, de supplier, même de me faire du chantage émotionnel. Rien n'a fonctionné. Le lundi, comme promis, la famille Moretti a pris possession de la maison. Lucas et Isabelle ont dû déménager dans un appartement minuscule en banlieue de Lyon, partageant une chambre chez les voisins d'Isabelle qui les ont accueillis temporairement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus révélateur sur qui ils étaient vraiment. 2 semaines après le déménagement, Isabelle est apparue à l'auberge où j'étais hébergé. Elle était différente, maigre, avec de profondes cernes, les cheveux en désordre. La femme qui se souciait toujours tant de son apparence était méconnaissable. « Madame Charlotte, je dois vous parler. » J'ai accepté de converser, plus par curiosité que par compassion. « Écoutez, je sais que nous avons fait des erreurs. Mais regardez-moi. Regardez ce que nous sommes devenus. Nous avons tout perdu à cause de vos actions. » Mes actions? J'ai ri de manière incrédule. Isabelle, j'ai simplement vendu ma propre maison. Une maison qui était à moi de droit. Mais nous en dépendions. Nous avions des projets. Des projets basés sur ma mort, n'est-ce pas? Elle est restée silencieuse un moment, puis a explosé. Vous êtes une vieille cruelle et vindicative. Vous avez détruit la vie de votre propre famille. Moi j'ai détruit? Isabelle, quand vous avez décidé que je n'étais qu'un obstacle entre vous et un héritage, c'est vous qui avez détruit notre famille. Je me suis juste protégée. Elle a commencé à pleurer, mais c'était des larmes de colère, pas de repentir. Nous allons vous poursuivre en justice. Cette vente a été faite sous contrainte émotionnelle. Faites donc. J'ai tous les documents médicaux prouvant ma santé mentale le jour de la vente. Et j'ai des enregistrements. Des enregistrements? Oui, Isabelle. Dans les derniers jours avant la vente, j'ai enregistré plusieurs conversations de vous planifiant comment obtenir ma tutelle.
Ils sont tous chez mon avocat. Son visage a pâli. Elle ne savait pas que je m'étais protégée légalement de toutes les façons possibles. Elle est partie furieuse, criant des menaces dans le couloir de l'auberge. C'était la dernière fois que j'ai parlé avec elle. Lucas, d'autre part, a tenté une approche différente. Un mois plus tard, il a réussi à obtenir ma nouvelle adresse. J'avais acheté un appartement charmant dans le centre historique, et est apparu à ma porte un samedi matin. Il était différent aussi. Plus maigre, avec des cheveux gris qui semblaient avoir poussé du jour au lendemain. Il portait des vêtements que je ne reconnaissais pas, probablement des vêtements bon marché achetés dans des magasins de seconde main. « Maman » a-t-il dit simplement. Je l'ai laissé entrer. J'ai offert du café, comme je le faisais toujours. Les vieilles habitudes ont la vie dure. « Comment allez-vous » ai-je demandé, vraiment curieuse de savoir comment il gérait les conséquences de ses choix. « Terrible » a-t-il admis, acceptant la tasse avec des mains tremblantes. « Maman, je ne dors pas bien depuis des semaines. Isabelle me reproche tous les jours. Elle dit que j'aurais dû mieux vous manipuler, obtenir la procuration avant que vous fassiez cette folie. » Folie ? Ma voix est devenue glaciale. Vendre ma propre propriété est de la folie ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a passé ses mains sur son visage. Maman, je suis venu ici pour essayer de comprendre. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi nous avez-vous détruits ainsi? J'ai regardé mon fils, cet homme d'âge mûr assis à ma table, brisé et désespéré, et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Douleur, colère, déception, mais aussi pitié. Lucas, je vais te poser une question, et je veux une réponse honnête. Quand as-tu dit « je t'aime » pour la dernière fois sans vouloir quelque chose en échange? Il est resté silencieux longtemps. J'ai vu des larmes commencer à se former dans ses yeux. Je ne me souviens pas. Moi non plus, mon fils. Moi non plus. Mais maman, j'ai toujours pris soin de vous. Pris soin? Lucas, tu vivais dans ma maison gratuitement, tu mangeais ma nourriture, je payais les factures quand Isabelle a perdu son emploi. Qui prenait soin de qui? Nous. Il a balbutié, réalisant la vérité douloureuse. Lucas, tu veux savoir pourquoi j'ai fait cela? Parce que j'ai découvert que mon fils unique, la personne que j'ai le plus aimée dans la vie après ton père, me voyait comme un empêchement. Tu as dit que tu ne me tolérais que. La tolérance n'est pas de l'amour, mon fils. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Je ne voulais pas dire cela, nous étions frustrés. Frustrés de quoi? De devoir vivre avec moi? D'avoir à attendre que je meure pour avoir mon héritage? Non. Enfin, oui, je ne sais pas. Il a explosé. Maman, nous avions des rêves. Nous voulions notre propre vie, notre indépendance. Et pourquoi n'êtes-vous pas allé la chercher? Pourquoi êtes-vous resté dans ma maison si c'était si mal? Plus de silence. La vérité était évidente pour nous deux. À cause de l'argent, a-t-il murmuré finalement. Exactement. Vous m'avez utilisé, Lucas. Vous m'avez utilisé jusqu'à ce que je découvre la vérité. Il a pleuré plusieurs minutes. Je ne me suis pas bougé pour le consoler. Cette douleur était nécessaire. Maman, et maintenant? Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous allez apprendre à vous débrouiller seul, comme des adultes responsables devraient le faire. Mais nous sommes votre famille. Lucas, une vraie famille ne calcule pas combien de temps elle doit attendre pour que la personne meure. Une vraie famille ne planifie pas comment obtenir une tutelle pour voler des biens. Une vraie famille aime inconditionnellement. Il est resté quelques minutes de plus, essayant de me convaincre de pardonner et de les aider financièrement. Je n'ai pas cédé. Quand il est parti, je savais que ce serait la dernière conversation honnête que nous aurions. Mais l'histoire a eu plus de rebondissements. 3 semaines après cette conversation, j'ai reçu un appel inattendu. C'était de la docteure Sylvie Moreau, une psychologue qui travaille avec des familles en crise.
Madame Durand, votre fils Lucas a cherché notre clinique. Il traverse une dépression sévère et a mentionné un conflit familial sérieux. Il a autorisé que je vous contacte. J'ai accepté de rencontrer la psychologue, plus par curiosité que par préoccupation. Madame, je peux comprendre votre situation à travers le récit de Lucas. Mais je suis inquiète de son état mental. Il présente des signes d'idéation suicidaire. Cela m'a ébranlée. Aussi blessée que je fusse, je ne voulais pas que mon fils se fasse du mal. De quoi avez-vous besoin de moi, ai-je demandé. Il a besoin d'aide professionnelle intensive. Mais il doit aussi traiter ce qui s'est passé avec la famille. Serait-il possible d'avoir une séance conjointe? J'ai accepté, contre tous mes instincts. La séance a eu lieu un jeudi pluvieux, très semblable à celui qui avait tout changé. Lucas était méconnaissable, maigre, cheveux en désordre, regard perdu. En me voyant, il a immédiatement commencé à pleurer. Maman, je suis désolée. Je suis désolée pour tout. Avec la médiation de la docteure Moreau, il a finalement dit des choses que j'avais besoin d'entendre depuis des décennies. J'ai toujours été égoïste. Depuis petit, je vous voyais comme une source de ressources, pas comme une personne. Quand papa est mort, j'ai pensé, maintenant toute son attention sera à moi. Mais ce n'était pas l'attention que je voulais, c'était la commodité. Continuez, l'a encouragé la psychologue. Je n'ai jamais appris à aimer vraiment. Ni vous, ni Isabelle, ni personne. Je savais seulement prendre. Et quand vous avez découvert cela, quand nous avons tout perdu, j'ai réalisé que je ne sais pas vivre sans exploiter quelqu'un. Ce furent 2 heures de révélation douloureuse. Lucas a admis qu'il m'avait toujours vu comme un compte bancaire avec des jambes. Qu'il s'était marié avec Isabelle parce qu'elle pensait pareil. Qu'ils avaient planifié depuis le début de m'utiliser jusqu'à ma mort. Mais maman, a-t-il dit à la fin, perdre tout m'a fait réaliser, j'ai perdu la seule personne qui m'aimait vraiment dans la vie. Et c'était par cupidité stupide. Et que comptes-tu faire de cette révélation, ai-je demandé. Je ne sais pas. Je veux changer, mais je ne sais pas comment. Je veux récupérer notre relation, mais je sais que je ne le mérite pas. La docteure Moreau nous a laissés seuls quelques minutes. Lucas, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Je t'ai pardonné. Pas parce que tu le mérites, mais parce que garder de la colère me fait mal à moi aussi. Ses yeux se sont illuminés d'espoir. Mais, ai-je continué, pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie pas que les choses redeviendront comme avant. Tu dois reconstruire ta vie sans dépendre de moi. Je comprends. Tu dois apprendre à m'aimer pour la personne que je suis, pas pour ce que je peux te donner. Et tu dois le prouver par des actions, pas par des mots. Comment? Trouve un travail. N'importe quel travail. Entretiens ta famille avec tes propres mains. Apprends à vivre avec dignité. Et quand tu réussiras à faire cela pendant au moins 1 an, sans me demander quoi que ce soit, nous pourrons parler de reconstruire notre relation. Il a accepté, les larmes aux yeux. Et savez-vous quoi? Il a vraiment essayé. Lucas a obtenu un emploi dans une usine en banlieue de Lyon. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Isabelle, d'autre part, n'a pas supporté le changement de vie et l'a abandonné 2 mois plus tard, retournant chez ses parents à Marseille. Pendant 1 an entier, Lucas m'a envoyé un message par semaine, juste pour dire qu'il allait bien, qu'il travaillait, qu'il essayait d'être une meilleure personne. Il n'a jamais demandé d'argent. Il n'a jamais demandé d'aide. Il ne faisait que rendre compte, comme quelqu'un qui fait ses preuves. Au premier anniversaire de la vente de la maison, il est apparu à ma porte à nouveau. Il était complètement différent, plus maigre, mais en bonne santé. Bronzé par le travail en plein air. Des vêtements simples, mais propres et bien entretenus. Et surtout, il y avait de la dignité dans ses yeux. Maman, j'ai réussi. 1 an entier. Seul. Comment vous sentez-vous, ai-je demandé. Fier. Pour la première fois de ma vie, je me sens fier de moi-même.
Je l'ai laissé entrer. Cette fois, c'est lui qui a apporté le café, un café spécial qu'il avait acheté avec son premier salaire. Maman, je ne suis pas venue ici pour demander quoi que ce soit. Je suis venue pour remercier. Remercier? De m'avoir forcé à grandir. De m'avoir montré qui j'étais vraiment. De m'avoir donné l'opportunité de devenir une meilleure personne. Nous avons conversé pendant des heures. Il m'a raconté son travail, comment il apprenait à vivre avec peu, comment il découvrait qu'il avait des compétences qu'il ne savait pas posséder. Il m'a aussi parlé des séances de thérapie, de comment il travaillait pour comprendre pourquoi il était devenu une personne si égoïste. Et Isabelle, ai-je demandé. Elle n'a pas pu accepter notre nouvelle réalité. Elle a dit que j'étais fou de ne pas vous poursuivre en justice, d'accepter cette humiliation. Elle voulait que je continue à essayer d'obtenir de l'argent de vous d'une façon ou d'une autre. Et vous? J'ai dit que je préférais mourir de faim plutôt que de continuer à être le parasite que j'étais. Pour la première fois en plus d'1 an, j'ai ressenti de la fierté pour mon fils. Lucas, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Si j'étais très pauvre, si je n'avais pas d'argent du tout, voudriez-vous encore avoir une relation avec moi? Il a réfléchi un moment, ce qui était déjà un progrès, car avant il aurait répondu automatiquement. Oui, maman. Parce que j'ai découvert que vous êtes une personne incroyable. Forte, intelligente, courageuse. Je ne vous avais jamais vraiment vu comme une personne avant. Je vous voyais toujours comme une fonction dans ma vie. Et maintenant? Maintenant je veux vous connaître vraiment. Je veux savoir sur votre vie en Croatie, sur comme c'était difficile de recommencer ici en France. Je veux entendre vos histoires, vos rêves, vos peurs. Je veux être votre fils vraiment, pas votre dépendant. À ce moment-là, pour la première fois depuis la mort de Pierre, j'ai pleuré des larmes de joie. Aujourd'hui, 2 ans après ce décembre qui a tout changé, je peux dire que j'ai pris la bonne décision. Lucas et moi avons reconstruit notre relation sur des bases complètement nouvelles. Il vient me voir 1 fois par semaine, pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut être avec moi. Nous parlons de tout, politique, histoire, nos peurs, nos rêves. Il travaille toujours à l'usine, mais maintenant il étudie le soir pour améliorer sa qualification. Il habite dans un petit appartement, mais propre et organisé. Et pour la première fois, quand il me dit « Je vous aime », je crois que c'est vrai. Quant aux 780 000 € de la vente de la maison, j'en ai utilisé une partie pour acheter mon nouvel appartement, une partie j'ai investi pour ma retraite, et une somme j'ai considérée réservée pour aider Lucas, mais seulement quand il prouvera qu'il n'a plus besoin d'aide. Paradoxal, n'est-ce pas? Je n'aiderai que quand il n'aura plus besoin. Et Isabelle? J'ai su par Lucas qu'elle s'est remariée, avec un homme plus âgé et riche à Marseille. Apparemment, elle a appris la mauvaise leçon de notre histoire. Mais ce n'est plus mon problème. La leçon la plus importante que cette expérience m'a enseignée? Que l'amour véritable signifie parfois dire non. Que la dignité vaut plus que la conformité. Et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, même à 69 ans. Si vous traversez quelque chose de similaire, étant utilisé par des personnes qui devraient vous aimer, souvenez-vous, vous méritez plus que la tolérance. Vous méritez l'amour véritable. Et parfois, pour l'obtenir, nous devons avoir le courage de tout perdre. Comme disait ma grand-mère en Croatie, mieux vaut seul avec dignité qu'accompagné avec honte. Et elle avait raison. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon appartement et que je vois la Saône couler tranquillement, je pense à comment la vie peut changer quand nous avons le courage d'affronter la vérité. Oui, j'ai perdu une maison. Mais j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, mon amour-propre et un fils qui a finalement appris à m'aimer vraiment. Parfois, les plus grandes victoires viennent des pertes les plus douloureuses. Et parfois, enseigner une leçon peut sauver non seulement notre dignité, mais aussi les personnes que nous aimons, même quand elles ne savent pas qu'elles ont besoin d'être sauvées. Ceci était mon histoire.
L'histoire de comment une mère croate de 69 ans a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que l'amour véritable, parfois, a le goût amer de la justice. Et vous savez ce qui est le plus ironique? Maintenant que Lucas m'aime vraiment, maintenant que notre relation est authentique, j'envisage de l'inclure à nouveau dans mon testament. Mais cette fois, ce sera parce qu'il le mérite, pas par obligation. La différence? Toute la différence du monde. Ceci était ma vraie histoire. Une histoire qui m'a coûté une maison, mais qui m'a rendu ma dignité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a touché votre cœur, ou peut-être parce que vous vivez aussi quelque chose de similaire. Combien d'entre vous se sont reconnus dans ma douleur? Combien sont aussi seulement tolérés par ceux qui devraient les aimer? Racontez votre histoire dans les commentaires. Parfois, partager notre expérience est le premier pas pour retrouver notre force. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour choisir le respect au lieu de la commodité. Il n'est jamais trop tard pour dire « ça suffit ». Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne. Ici nous partageons des histoires vraies de personnes comme nous, qui ont décidé de ne pas accepter des miettes d'affection quand nous méritons l'amour véritable. Votre histoire mérite aussi d'être entendue.